I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Place à votre émission de décryptage de l'actualité, les décodeurs atlantiques, vos décodeurs du jour, Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Bonjour. Bonjour Landry. Khalid Badou également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association marocaine du marketing et de la communication. Au sommaire, ce mercredi 30 mars, le classement des puissances économiques mondiales de la Banque mondiale. Pas de grand changement dans le top 10, si ce n'est la France qui reste pour la deuxième année consécutive la 6e puissance économique. Elle est devancée par le Royaume-Uni et puis la Russie qui rétrograde à la 10e place, devancée par l'Inde. Le Maroc est lui en 61e position. Décodage de ce classement dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des délais de paiement bientôt appliqués aux entreprises publiques. Je vois Amine Diori sourire. Un projet de loi qui modifie donc le code de commerce qui a été adopté lors du dernier conseil du gouvernement. Il devra passer bien évidemment devant le Parlement. À quel changement doit-on s'attendre justement avec ce texte? Peut-on espérer une bouffée d'oxygène pour l'économie? Vous nous le direz, sans oublier votre coup de gueule ou coup de cœur sur l'actualité. Ce sera juste après le journal de 9h30. 55 77 pour réagir, poser vos questions par SMS, Sidiram TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. Le classement des puissances économiques mondiales de la Banque mondiale vient donc de tomber. Classement en termes de PIB, attention, car il y a plusieurs autres classements, notamment le classement en parité de pouvoir d'achat, le fameux PPA, où la Chine est là en revanche la première puissance économique depuis 2014. Messieurs, on va peut-être commencer par la première puissance économique mondiale dans ce classement, Amine Diori. En termes de PIB, donc, les États-Unis, ils sont indétrônables dans ce classement. Ils sont indétrônables, effectivement, mais l'écart se resserre avec la Chine, qui est deuxième. Et plus globalement, je dirais que 2015 a été une année assez difficile pour les BRICS. C'est à mon avis une des premières leçons qu'on doit retenir de ce classement. Brésil, Russie, voilà, Inde, Chine et Afrique du Sud. Exactement. Brésil qui a connu une croissance négative de près de 4% en 2015. La Russie qui a subi un embargo et qui a subi également la baisse des cours du pétrole. Donc mauvaise année pour les BRICS. Mais quand même, ils tiennent bon, les BRICS, sauf effectivement la Russie qui rétrograde à la 10e place et l'Inde qui lui passe devant, qui lui chope la 9e place. Sur les États-Unis, vous avez dit que la Chine se rapproche tout doucement. Elle a dépassé les 10 000 milliards de dollars en termes de PIB. Les États-Unis, 17 milliards, presque 17 milliards 200 millions de dollars. 17 000 milliards. 17 000 milliards, excusez-moi, oui, parce que 17 milliards, ça ferait pas beaucoup. 17 000 milliards de dollars, c'est encore loin devant la Chine, Khalid Badou. C'est loin devant la Chine, et si on rapporte cela sur le PIB par habitant, les États-Unis seront loin devant. Donc aujourd'hui, les États-Unis, c'est une population de pratiquement 280-300 millions d'habitants. La Chine, c'est 1 milliard 200 millions. Ce qui veut dire que le PIB par habitant, il reste quand même assez faible si on le considère avec celui des citoyens américains. Donc aujourd'hui, on voit justement des puissances qui sont en train de prendre de la vitesse. Et il y a aussi tous les équilibres géopolitiques que connaissent certains pays, notamment la Russie, notamment la Turquie aussi, qui est un pays en plein développement, mais qui est plombé par son positionnement géopolitique au milieu d'une zone à forte turbulence. Ce qui fait que pour pouvoir se maintenir dans la durée, cela reste quand même un grand challenge pour ces pays-là. Oui, c'est vrai que la Turquie est largement impactée aujourd'hui par sa position géostratégique et le conflit avec Daesh. Le Maroc, classé 61e puissance économique mondiale. C'est vrai que c'est un chiffre qui ressort pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup de ce classement du Maroc dans l'économie mondiale. Amine Diori, est-ce qu'il y a un tabou là-dessus? Comment vous analysez, vous, le fait qu'on n'en parle pas beaucoup? Non, c'est vrai qu'on communique davantage pour le Maroc sur d'autres classements, comme le classement Doing Business, qui est souvent mis en avant pour montrer la progression du Maroc, et notamment toutes les réformes économiques qui sont mises en place. C'est vrai que le classement Banque mondiale, c'est juste un état des lieux à un instant T, mais ça ne dit pas tout ce qui a été fait derrière. C'est pour ça qu'effectivement le Doing Business est plus parlant pour le Maroc. Maintenant, c'est vrai que on se concentre la plupart du temps sur les principaux pays du monde et leur progression dans le classement. Et c'est une bonne position pour le Maroc au niveau de ces pays voisins. Je parle de l'Algérie, la Tunisie, la Libye. C'est vrai que le Maroc fait mieux que l'Algérie fait moins bien que l'Algérie qui est 49e. Et moins bien que l'Égypte, mais mieux que la Tunisie.
Donc ça veut dire que dans sa position régionale, c'est vrai que le Maroc a une position intermédiaire. Mais je ne doute pas une seule seconde que notre pays va progresser dans les années à venir. Vu déjà les taux de croissance enregistrés ces dernières années et qui sont à venir, vu les réformes qui sont en cours, je ne doute pas une seule seconde que le Maroc va continuer à progresser. Ouais, et puis on a fait, c'est vrai, un bond en avant. Hein. Et puis il faut pas oublier non plus que contrairement à l'Algérie, par exemple, on n'a pas non plus de pétrole à mettre en avant. Bien évidemment. Et puis alors, le Maroc était quand même 89e puissance économique mondiale il y a 20 ans en arrière. Donc on a quand même grimpé. On est à la 61e. On s'approche tout doucement des 50 premières puissances économiques mondiales. On va y arriver à ce chiffre de 50 dans les prochaines années, Khalid Badou? Écoutez, personnellement, je ne suis pas très surpris parce que quand on voit le classement du Maroc dans différents classements économiques, en fait, qui prennent en considération certains indicateurs microéconomiques, le Maroc, il est toujours entre la 60e, 70e position. Donc vraiment, cette position n'est pas très surprenante, notamment en prenant en considération toutes les, disons, la dynamique économique que connaît le pays, sa dépendance pendant de longues années sur des pays partenaires, notamment la France, notamment l'Espagne et d'autres pays. Aujourd'hui, le Maroc, il est en train de diversifier le panier de ses partenaires stratégiques et il est même en train de s'ouvrir sur de nouveaux profils de partenaires, notamment la Russie, notamment la Chine, la Turquie aussi. Donc aujourd'hui, il y a une dynamique qui a été lancée, il y a un nouveau positionnement du pays, il y a une orientation vers l'Afrique également. Donc je pense qu'il y a aussi la dimension environnementale avec justement la baisse de la dépendance du Maroc sur les énergies classiques à terme, c'est-à-dire d'ici 2025-2030, ce qui fait que notre pays il est bien parti pour maintenir des équilibres macroéconomiques sur la longue durée. Il y a une stratégie qui est engagée dans ce sens. Il est en train d'être de plus en plus attractif aux IDE, aux investissements directs étrangers. Et je pense que cela ne peut que améliorer son PIB, sa production nationale, et aussi améliorer le PIB par habitant, qui est le premier indicateur qui impacte le bien vivre, je sais pas comment on va appeler cela, oui, mais le bien-être du citoyen. Et c'est ce que le citoyen local ressent. Ouais, et c'est vrai que le Maroc s'ouvre de plus en plus, notamment auprès de l'Inde. On attend très prochainement l'organisation cette année d'un forum d'affaires maroco-indien ici au Maroc. On sait que début du mois d'avril, il y aura la visite du Premier ministre indien au Maroc. L'Inde, qui est quand même un géant mondial, 9e puissance économique en 2016 pour la Banque mondiale. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que effectivement, ce classement 2016 tient compte en fait des données publiées en 2014. Hein, donc, c'est important de le préciser. L'Inde qui sera la 4e puissance économique mondiale dans 10 ans. C'est-à-dire, il y a une forte croissance en Inde. Il faut miser sur l'Inde de plus en plus, améliorer. Ouais, c'est évident. C'est évident. Le monde est en train de changer. Le monde d'il y a 20 ans n'est plus celui d'aujourd'hui. Il ne sera pas celui de demain. Les BRICS, clairement, vont prendre une place prépondérante dans l'organisation mondiale économique. D'ailleurs, une chose très intéressante à constater, c'est qu'il y a encore 10 ans, le monde se concentrait encore sur la zone atlantique, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe. Aujourd'hui, c'est le Pacifique qui est devant. C'est toutes les grandes nations de ce monde aujourd'hui se trouvent de part et d'autre du Pacifique. Eh ben on voit d'ailleurs dans les classements des 10 premières puissances économiques mondiales, il y a que 3 puissances européennes, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Alors dans l'ordre, l'Allemagne, 3e puissance économique mondiale, l'Angleterre 5e et la France 6e. C'est dire le déclin des pays de l'Union européenne. Enfin, déclin, c'est un vilain mot parce qu'on a quand même l'Italie qui est quand même classée entre le top 10 et le top 20, l'Espagne également. Mais bon, en tout cas, l'Europe s'enfonce tout doucement. Il y a des zones géographiques qui montent. C'est normal. Au fond, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est des États, c'est des États continents qui apparaissent en tête de classement. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. C'est des populations gigantesques. Il est normal que ces nations-là viennent sur le devant de la scène. Des petites nations comme la France, l'Italie, etc., sont amenées à être en décroissance, en déclin, c'est normal. Je pense aujourd'hui que l'Europe a besoin de revoir son modèle de développement. Aujourd'hui, l'Europe en tant qu'entité, en tant qu'union, elle a besoin de revisiter son modèle de croissance, les synergies régionales qui existent, parce que ce modèle-là a démontré sa limite aujourd'hui. Il a permis à l'Europe de pouvoir se développer sur les 20 dernières années, de devenir une puissance, si on prend l'Union européenne en tant que telle. Mais aujourd'hui, quand on voit les problématiques pays par pays, on remarque qu'il y a de sérieux problèmes
au niveau de la croissance, au niveau même du doing business, au-delà de l'aspect administratif et facilité de faire des affaires dans ces pays, mais on remarque aujourd'hui, il est de plus en plus, compliqué de pouvoir créer des business à forte valeur ajoutée dans certains pays européens. L'Europe, elle est aujourd'hui carrément en train de revoir même son modèle des valeurs. C'est les débats qu'on remarque aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, on gagnerait, pour revenir au Maroc, parce que quand même c'est là où nous sommes aujourd'hui, le Maroc gagnerait à voir ailleurs, à continuer bien sûr à établir des liens économiques, politiques avec l'Europe, mais aussi de voir ailleurs sur des pays en forte émergence, notamment l'Inde, la Chine et d'autres, et les États-Unis, et aussi les pays du Golfe qui sont aujourd'hui plus que des partenaires. Je rectifie le tir, je me suis trompé tout à l'heure, je disais l'Allemagne, 3e puissance économique mondiale, c'est la 4e puissance économique mondiale, le Japon qui est 3e, donc on résume États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Angleterre, dans le top 5. On parlait de la France justement, 6e puissance économique mondiale, c'est la 2e année consécutive, on sait que ça va durer et que la France va en plus dans les prochaines années s'enfoncer. On parle de la France 9e puissance économique mondiale dans les 10 ans à venir. C'est notre premier partenaire économique, 2e partenaire commercial. Il y a de quoi s'inquiéter pour nous les Marocains, Mignuri, ou pas du tout? Alors pour nous, c'est clair qu'on n'a pas intérêt à continuer à miser sur le cheval Europe et France en particulier. Ce que disait tout à l'heure Khalid Badou, c'est-à-dire qu'il faut se diversifier. Oui, effectivement. Et puis l'avenir est dans les pays, la Chine, l'Inde, etc. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que le monde change dans le sens d'un point de vue économique. On voit que par exemple la Chine a créé sa propre banque mondiale aujourd'hui, concurrente de la banque mondiale dominée par les Américains. C'est une façon aussi d'affirmer leur puissance économique. Ils n'affirment pas encore leur puissance politique dans le monde, les Chinois. Mais et puis c'est peut-être pas plus mal une certaine neutralité sur certaines questions importantes géostratégiques. Le monde de demain va changer et il est important de se positionner dès aujourd'hui par rapport à ses partenaires futurs. La Chine peut-être sera un partenaire très intéressant pour le Maroc d'un point de vue géostratégique. La Chine, clairement, par exemple, n'est pas pour l'interventionnisme à tout va, n'est pas pour reconnaître des États pseudo-indépendantistes parce que clairement, la Chine a des intérêts à défendre avec le Népal, la Mongolie, et va défendre évidemment Taïwan, et va donc va défendre tous les pays qui défendent leur souveraineté par rapport. Je parle par exemple de la question du Sahara. C'est évidemment pour moi c'est un partenaire intéressant à développer. On est clairement positionné sur ces pays émergents ou pas assez selon vous, Khalid Badou? Écoutez, on a démarré notre stratégie à très haut niveau. Sa Majesté était en Chine il y a quelques années, il était en Russie il y a quelques jours. Il y a aujourd'hui une ouverture, que ça soit vers des pays comme la Turquie, l'Inde, l'Égypte aussi. Il faut pas oublier aussi parce que c'est un pays quand même qui a un potentiel futur et avec lequel on gagnerait au-delà des enjeux politico-stratégiques, mais on gagnerait aussi à s'y associer pour le développement économique. Donc aujourd'hui, la Chine, en effet, c'est aujourd'hui qui est en train de revoir ou qui est en train de se positionner sur l'Afrique. Le Maroc aussi, il est présent en Afrique et on va être concurrent sur certains pays. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse tirer notre épingle du jeu, parce que quand même, c'est un certain temps, il faudra être, je dirais pas égoïste, mais il faudra s'ouvrir sur les autres. Il faudra maintenir le bon relationnel que nous avons à très haut niveau de l'État, mais aussi au niveau des opérateurs économiques, que ce soit les entreprises privées ou publiques, mais aussi il faudra pouvoir s'engager sur la durée et puis pouvoir repérer les opportunités pour pouvoir s'y positionner aujourd'hui. La séance traditionnelle, coup de gueule, coup de cœur. On va commencer par vous, Amine Youri. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ce matin? Alors, ce sera un petit coup de gueule. Ça concerne la Société marocaine des tabacs. Il y a encore quelques semaines, je faisais une étude qui mettait cette société en tête du classement des premières sociétés contributrices en termes d'impôts. Récemment, une autre information moins drôle est venue dans la presse et c'est à propos c'est une question de compétitivité de l'industrie du tabac au Maroc. Et donc la SMT va rompre ses contrats d'approvisionnement auprès des producteurs locaux. Alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit une forte baisse de la consommation de cigarettes. On voit des problèmes d'informels, on voit l'arrivée de concurrents internationaux sur le marché marocain et surtout on voit que la part de marché des producteurs locaux est passée de la production locale de tabac est passée de près de 100% il y a encore 4 ans à 58%. Alors derrière tout ça se cache un véritable problème qui est un problème de compétitivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les producteurs de tabac
produisent un tabac, un beurre-lait qui est beaucoup plus cher que si on l'achetait sur les marchés étrangers. Et de moins bonne et surtout il est de moins bonne qualité. Donc tout ça pose une véritable question. Et donc toutes ces personnes, ça représente à peu près 1 millier de personnes, vont du jour au lendemain se retrouver à faire autre chose que planter du tabac. Et donc c'est toute une industrie qui est en voie de disparaître au Maroc. Ouais, coup de gueule marquant effectivement. Un coup de gueule, un coup de cœur, Khalid Badou. Plutôt un coup de cœur cette fois-ci. C'est toute cette émotion, toutes ces belles images que nous recevons sur les réseaux sociaux de l'interaction, de la rencontre de Sa Majesté le Roi aujourd'hui à Amsterdam avec les citoyens marocains dans ce pays-là. Je pense que c'est quelque chose qui fait plaisir, qui montre la relation émotionnelle qui existe entre Sa Majesté et les Marocains résidant à l'étranger, et je pense que ça ne peut qu'être un bon coup de cœur du bon matin. La suite des décodeurs atlantiques, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque, Khalid Badou, président de l'Association marocaine du marketing et de la communication. Deuxième partie, on parle des délais de paiement ce matin avec un projet de loi modifiant le code de commerce qui a été adopté lors du dernier conseil de gouvernement. Il devra donc passer devant le Parlement. On parle pour l'instant de projet, non pas donc de loi appliquée. On va s'interroger sur les changements qu'apporte ce texte. Est-ce qu'on peut espérer une bouffée d'oxygène pour l'économie? Peut-être d'abord revenir en arrière avec vous, Amine Diouri, sur cette fameuse loi, tout simplement sur les délais de paiement, sortie en 2011. Oui. Elle a fonctionné, elle n'a pas fonctionné? Non, clairement, si on regarde les résultats aujourd'hui, elle n'a pas fonctionné. Pour 2 raisons. La première, alors déjà le contexte, c'est que cette loi s'appliquait initialement dans les rapports entre entreprises privées. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Au niveau des délais de paiement, les TPE qui sont évidemment les plus touchés en matière de délai de paiement souffrent énormément. Aujourd'hui, on parle de délai de paiement pour la TPE de 9 mois et demi. C'était à peine 7 mois en 2011, donc on voit qu'il y a déjà une dégradation des délais de paiement pour ce type d'entreprise. Ça n'a rien arrangé. Ça n'a rien arrangé, au contraire. Deuxième point, c'est en termes... Alors, la loi prévoyait une application d'une pénalité de retard de 10% sur le montant de la créance en cas de retard. Aujourd'hui, on a fait une étude avec COFAS et on s'est rendu compte, par rapport à cette loi et par rapport à l'application de cette loi, et on s'est rendu compte que près de 80% des entreprises interrogées n'appliquaient pas les pénalités de retard à leurs clients retardataires pour une raison très simple, c'est pour conserver intacte à leur relation commerciale. Donc, gros problème aujourd'hui. On s'aperçoit donc qu'on a une loi cadre qui est très intéressante, très importante, mais qui n'est pas appliquée dans les faits. Pourquoi? Alors, ça arrange tout le monde. C'est pas, il y a pas une justice derrière qui tape fort justement sur les. Alors sanctions. effectivement, il faut que quelqu'un montre l'exemple à un moment donné. Ça peut être les grands donneurs d'ordre, soit la grande entreprise, soit l'État. Aujourd'hui, l'État n'est pas impliqué dans cette loi. Ce qui va être fait maintenant via la nouvelle mouture. Ouais. Ça c'est la nouveauté. Donc c'est la nouveauté. Nouvelle mouture qui donc va devoir passer par des discussions. Il y aura certainement peut-être des amendements, mais on peut en espérer peut-être des impacts, des effets, selon vous? Oui, bien sûr. Il faut maintenant que les établissements publics est intégré dans le cadre de la loi. Effectivement, il faut espérer. Maintenant, ça se fera pas immédiatement. Déjà, l'entrée en vigueur de la loi, on parle du 1er janvier 2018. Il faudra compter quand même quelques mois, voire 1 an, avant de voir les premiers effets de cette nouvelle mouture. Donc, à mon avis, c'est pas dans un court terme immédiat. Il faut attendre encore quelques temps. Et puis on connaît effectivement les impacts sur la mortalité des entreprises, de cette question des délais de paiement, mortalité des entreprises qui augmente chaque année. Khalid Badou, est-ce qu'on peut être un semblant optimiste par rapport à ce projet de loi, je dis bien, concernant donc ces délais de paiement qui seront étendus aux entreprises publiques? Vous savez, au Maroc, le plus gros investisseur, c'est l'État marocain. Et puis l'État marocain, par effet, disons mécanique, si elle s'engage sur des retards de paiement, cela impacte les grandes entreprises qui travaillent sur les grands chantiers. Ces grandes entreprises, elles travaillent avec des PME, des TPE pour pour des projets plus restreints. Et donc ça impacte les PME et les TPE. Donc si on arrive aujourd'hui à régler le problème au plus haut niveau, ou au moins partiellement au plus haut niveau, au niveau des entreprises publiques, je pense que ça aura un impact assez
positif sur la PME et sur la TPE. Bien sûr, ce n'est pas encore gagné. Encore faut-il que la loi passe rapidement. Encore faut-il qu'elle soit appliquée. Encore faut-il que les entreprises publiques jouent le jeu, parce qu'à un certain temps, et on le sait d'ailleurs, même sur certains jugements de la justice qui sont imposés sur des établissements publics, la durée de l'exécution, elle prend beaucoup plus de temps que prévu. Après, on pourra se poser toutes les questions sur les raisons derrière cela. Ça n'a rien à voir avec le respect à la justice, mais parfois les procédures administratives, elles sont tellement lourdes, elles sont tellement difficiles que cela impacte justement l'exécution du jugement. Donc aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, c'est sûr, pour les entreprises. Sur papier aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, au niveau de l'application, on espère que ça va pas tarder à venir. Ouais, Ameliori, pour expliquer aux éditeurs ce projet de loi, quelles sont ces mesures phares, qu'est-ce qu'il propose? Alors déjà, il propose d'intégrer les entreprises publiques, les sociétés morales, les sociétés de droit moral qui ont une activité de service public, clairement par exemple l'eau, l'électricité, les bus par exemple. D'intégrer également ces entreprises dans le cadre de la loi. Alors c'est très important parce que par exemple pour certains secteurs comme le BTP, la commande publique c'est plus de 70% du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Donc si l'État commence à payer à 90 jours maximum, ça va représenter un gain important en termes de trésorerie pour ces entreprises, une bouffée d'air qui sera extrêmement importante. Et là on aura des conséquences directes sur la vie des entreprises, la vie locale même des entreprises. Ah, c'est un impact direct. En termes de défaillance d'entreprise, il y a un lien de cause à effet entre délai de paiement et défaillance. Aujourd'hui, certaines études démontrent que 40% des défaillances d'entreprises sont dues à des retards de paiement. Donc on voit tout de suite l'effet. D'autres mesures phares de ce projet de loi, ou ça reste uniquement dans ce sens-là, application aux entreprises publiques? C'est le plus important. Après, en termes de pénalité de retard, initialement, la loi prévoyait un taux de pénalité inférieur à celui des sociétés privées. La CGEM, qui est en train de négocier avec le gouvernement, souhaitait aligner ce taux de pénalité avec celui appliqué au droit privé. Bon, apparemment, la question n'est pas encore tout à fait tranchée. Ça, c'est aussi une question importante. Pourquoi les sociétés de droit public auraient des privilèges par rapport aux personnes privées? Ça, c'est le premier point. Deuxième nouveauté, alors c'est la prise en compte de délais sectoriels, de ratios sectoriels. Donc, dans certains secteurs, effectivement, on peut admettre qu'il puisse y avoir des délais de paiement supérieurs à 90 jours, qui est la date limite aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va dans le sens d'une certaine équité ou justice sectorielle. Plutôt une certaine flexibilité par rapport à certains secteurs, mais il faudra démontrer auprès de l'administration que ces délais au-delà de 90 jours sont liés à l'activité du secteur. Et en plus, c'est limité dans le temps puisqu'on ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2017. Comment ça va se décider? On sait pour l'instant, on ne sait pas comment vont se décider ces délais par secteur, qui va s'en occuper? Pour l'instant, on n'a pas encore le détail. Pas encore de détail, pas encore de précision, mais ça viendra dans les prochains mois. Mais Khalid Badou, quand on entend ces trois grandes mesures principales de ce projet de loi qui va être donc en discussion au Parlement, est-ce que ça vous paraît assez parlant ou est-ce que ça ne va pas assez loin? Écoutez, moi je fais le parallèle avec la récupération de la TVA qui était due à l'État, qui était due pour l'État en faveur des entreprises privées et qui était pratiquement de quelque chose comme 20 milliards de dirhams, je me rappelle pas exactement du chiffre. Entre 20 et 30 milliards. Voilà, entre 20 et 30 milliards de dirhams. Et donc ça a duré des années pour que les entreprises récupèrent leur dû, c'est-à-dire c'est même pas quelque chose c'est même pas un paiement, c'est une récupération de quelque chose qu'ils ont déjà déboursé en faveur de l'État, enfin du trésor du royaume. Donc aujourd'hui, ça a pris du temps pour que ça puisse être impacté. Il fallait que le gouvernement soit sur des équilibres, je dirais, financiers assez favorables après la baisse des prix du pétrole, avec un peu le rééquilibrage qu'on connaît sur comment dirais-je, la décompensation. La décompensation. Voilà. Donc on a aujourd'hui, le gouvernement avait de quoi rembourser aux entreprises, c'est-à-dire leur dû. Maintenant, si ça va prendre encore
des années pour que ça puisse être appliqué et qu'on puisse imposer cela et que ça devienne mécanique dans l'écosystème national, notamment dans du secteur du BTP qui est aujourd'hui un secteur qui est en souffrance. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais aujourd'hui le plus c'est rapide, le plus l'application est rapide, le plus les mécanismes qui sont mis en place qui permettent aux entreprises publiques de récupérer leur argent d'investissement, de n'engager les commandes que quand l'argent est dans leur trésorerie pour pouvoir payer dans les délais convenus. Je pense que cela résoudrait énormément de problèmes et ça éviterait à plusieurs entreprises de fermer boutique à cause des délais de paiement, malheureusement. C'est un peu le bémol, c'est un peu ce qui manque dans ce projet de loi, Ameliori, ce remboursement de la TVA de la part de l'État aux entreprises. C'est une question. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin ou pas ? Ça, c'est une question qui est à part. Je dirais qu'il faut se focaliser aujourd'hui sur les délais de paiement. C'est vraiment le point principal. L'État doit vraiment montrer l'exemple. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'en France, par exemple, la loi de modernisation économique fonctionne aujourd'hui, que l'État est meilleur payeur que les entreprises privées. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui que l'État peut punir les mauvais payeurs de droit privé. Ouais. Donc il faut déjà que l'État commence par montrer l'exemple. Corrigez-moi pour l'expression et le terme. Le shaming name, c'est ça en France Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Name and shaming. Voilà, merci pour la correction. On connaît tous mon anglais. Donc qui permet finalement d'énoncer les entreprises publiques qui remboursent et qui payent très tard. En France, ça c'est une nouveauté qui a été mise en place l'an dernier, en 2015. Oui, exactement, par Bercy. Par Bercy, donc sous un gouvernement socialiste. Pour l'instant, au Maroc, on n'a pas de mesure comme celle-ci, mais est-ce que ça pourrait être inclus dans un projet de loi comme celui-ci? Ça pourrait avoir des impacts, ça, pour les entreprises? Bien sûr. Et déjà, première nouveauté aussi, on annonce la création d'un observatoire des délais de paiement au Maroc. C'est intéressant d'avoir ça pour voir justement comment évoluent les délais. Moi, j'invite les auditeurs à lire le rapport de l'observatoire en France. Il est très intéressant, il propose énormément de mesures intéressantes. Alors je citerai en vrac la création d'un médiateur de l'entreprise qui règle les conflits entre créanciers et fournisseurs. La direction générale de la concurrence qui justement habilitée à contrôler les entreprises en matière de délai de paiement. Je citerai également donc les rapports de gestion des entreprises qui doivent indiquer les retards de paiement, les commissaires aux comptes également qui interviennent pour mettre en avant, pour signaler les retards de paiement. Il y a énormément de mesures intéressantes proposées dans ce rapport et j'invite nos auditeurs à le lire. Ouais, parce que quand on regarde du côté d'Hexagone, qu'on voit le name and shame, le médiateur d'entreprise que vous venez de citer, et puis le travail effectué par les commissaires aux comptes et tout le travail de fond qui a été mené sur les commissaires aux comptes ces 15 dernières années, on se dit qu'au Maroc, pourquoi on s'en inspire pas? C'est vrai qu'on a pris beaucoup de choses mauvaises de la France, mais sur ça, peut-être qu'il y aurait matière à réfléchir et à avancer davantage qu'une simple loi qui est appliquée aux entreprises publiques, Khalid Badou. Effectivement, en fait, quand on rentre un peu dans le détail du processus avant le paiement d'une entreprise, avant que l'entreprise publique paye une entreprise privée. Quand l'entreprise publique, elle engage une dépense, elle a une visibilité sur ses ressources, elle a une visibilité sur le budget qui va être alloué pour cette opération. Est-ce que ça va être à travers un crédit? Est-ce que ça va être à travers le budget d'investissement de l'État, etc. Donc le problème n'est pas dans la disponibilité des fonds. Le problème, c'est au niveau du processus, premièrement, du déroulement du chantier, si on prend le projet de l'immobilier, du BTP ou de l'immobilier en général, la procédure de construction, la procédure de livraison, de réception du bien, et puis la procédure de paiement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question financière, c'est plutôt une question de procédure. Le plus on arrive à fluidifier les procédures pendant le chantier, à la réception du chantier et après pour le paiement, les choses vont être beaucoup plus simples. Et donc c'est là où on a besoin justement de créer des mécanismes, peut-être à travers en auditant les entreprises publiques pour voir un peu comment fluidifier ce process avant la réception de la livraison et son paiement. Et ça va certainement, je suis convaincu que ça va faciliter les choses. Beaucoup d'entreprises privées l'ont fait à travers ce qu'on appelle soit du lean management, soit disons une révision de leurs procédures financières, et ce qui fait qu'ils sont devenus des entreprises plus performantes et beaucoup plus appréciées par leurs fournisseurs. Et justement, une entreprise qui paie dans les délais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est convoitée par tous les fournisseurs et qui peut avoir même des prix plus compétitifs parce qu'elle paie dans les temps.
Bon, je vous avoue, je tiens beaucoup à ce name and shame, cette mesure dénoncée par Bercy, mise en place par Bercy, qui a quand même épinglé 5 mauvais payeurs l'an dernier, dont SFR, Numéricable et Airbus. Quand même des mastodons, des grosses entreprises en France. Oui. Pensez que ça pourrait être déposé en amendement, ça, une proposition d'un parti politique. Pourquoi l'État n'a pas pensé à ce type de mesure-là, a priori, selon vous? Alors, s'il n'y a pas pensé, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas en mesure de le faire. C'est-à-dire qu'il faut déjà montrer l'exemple pour pouvoir appliquer une mesure. Il y aurait une grosse colère d'entreprises publiques qui dirait, attendez, vous aussi, vous respectez pas le jeu? Oui, bien sûr. Donc on doit faire ça. Je pense qu'à terme, il faut arriver à ça. Et je parlais justement des grands donneurs d'ordre. Il y a l'État, il y a les grandes entreprises. À un moment donné, si les grandes entreprises ne jouent pas le jeu, il faut les punir de manière pécuniaire, leur donner des amendes qui sont... Alors en France, on parle de 375 000 € par amende. On parle même, à un moment, Bercy pense même à élargir le cumul des amendes sur une année à plus de 2 millions. C'est-à-dire que sur une année, une entreprise pourra recevoir plusieurs amendes de 375 000 jusqu'à hauteur de 2 millions d'euros. Donc, on est dans un autre concept. Oui, non, mais pour dire que vraiment, on va arriver à ça. J'espère qu'on arrivera à ça, parce qu'à un moment donné, il faudra punir les mauvais payeurs. Ouais. Alors justement, par rapport à ce point en particulier, l'État a fait, c'est plutôt en fait le groupement des banques privées, ils ont fait en sorte à avoir un système mutualisé qui permet de déterminer les mauvais payeurs, que ce soit en termes de livraison de chèques bancaires ou alors au niveau du remboursement des crédits. Donc on applique cela sur que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. L'information qui reste publique qui est publique ou qui reste pour l'instant privée? C'est une information dont toutes les banques et les organismes de crédit peuvent y avoir accès à travers un système du groupement des banques ou à travers un système, je pense, de la Banque du Maroc. Donc ça commence, en tout cas. Donc ça commence pour les particuliers et pour le privé. Maintenant, rien n'empêche qu'à terme, effectivement, l'État, il peut pas se positionner en position de faiblesse et dire que, je sais pas, si sur l'économiste demain, on a 80% des entreprises publiques sont des mauvais payeurs, je pense pas que c'est très bien ni pour le doing business, ni pour l'image pour les investisseurs potentiels. Donc, je pense que ça va venir. Il faudra éduquer, il faudra simplifier les procédures, et puis ensuite, on pourra commencer à penser à des mesures pareilles qui vont mettre plus de transparence, et la transparence, elle n'est pas souvent la bienvenue. Effectivement, et puis on verra ce que ça donnera, ces discussions au Parlement sur ce projet de loi adopté la semaine dernière par le Conseil du gouvernement. Merci beaucoup, messieurs. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, Khalil Balou, président de l'Association marocaine du marketing et de la communication. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne, les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Tout de suite, le point info en langue arabe, présenté par Mourad Baba.